Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les acteurs de la filière café cacao sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Les producteurs se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, pour célébrer les actions du chef de l'État. Ils se réjouissent des réformes initiées au profit du secteur café cacao. Les présidents du Parlement ivoirien sont à Montréal pour la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Kandia Camara et Adama Bictogo y sont en mission. Le président de l'Assemblée nationale a pris part ce samedi donc à la réunion du bureau de l'APF. Les conflits politiques dans plusieurs pays ont été examinés, notamment les 3 pays du Sahel. Le rideau est tombé sur la 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO à Abuja. Plusieurs sujets étaient sur la table, particulièrement la situation économique, politique et sécuritaire de la sous-région. Cette rencontre précède le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, prévu demain dimanche. En France, le second tour des législatives a débuté ce samedi. Les premiers bureaux de vote ont ouvert, entre autres, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie française. Ceux vivant sur le continent américain votent aussi ce samedi. En métropole, le scrutin commencera demain dimanche pour une élection aux enjeux historiques. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par ce télégramme officiel émanant de la présidence de la République et il est adressé à M. Keir Starmer, Premier ministre de Grande-Bretagne. Monsieur le Premier ministre, votre brillante accession au poste de Premier ministre au terme des élections législatives qui se sont déroulées en Grande-Bretagne le 4 juillet 2024 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette opportunité pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement de la diversification des liens historiques d'amitié, de fructueuses coopérations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne pour le bonheur de nos peuples respectifs. Haute considération, signale Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'était le challenge du sans faute et il a remporté le défi. Le grand vainqueur de la grande dictée organisée par l'association Aquabaculture est un ancien élève de l'ENA. Kofi Kakou Francis décroche le premier prix devant Begré-Serge Alain, officier de l'armée de l'air, et Ekako Syriac Enoch, régisseur de prison à de l'administration pénitentiaire. Mais pourquoi toutes ces personnalités s'intéressent-elles à cette compétition ? Quel est au juste son apport dans la promotion de la culture? Quels ont été les principaux enjeux de cette 5e édition de la Grande Dictée? Ce soir, nous recevons donc le lauréat de cette Grande Dictée, Kofi Kakou Francis, est notre invité de la page culture. Bonsoir, monsieur Kofi Kakou Francis. Bonsoir, madame. Félicitations pour votre prix. Merci, madame. La Grande Dictée, vous pouvez soulever le trophée pour le montrer à tous les téléspectateurs. Bravo, félicitations pour votre sac. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce que cette victoire représente pour vous? Alors pour moi, remporter ce trophée du concours de la Grande Dictée représente pour moi un réel honneur et une véritable fierté, ce qui m'amène déjà à continuer dans mon travail afin d'être toujours plus performant en termes de dictée, de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison, pour être toujours très performant. Très performant. Vous allez nous dire en quoi est-ce que cela vous sert dans votre vie active et qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à cette grande dictée. Vous nous en direz davantage. On va se retrouver dans une trentaine de minutes, mais vous restez pour le moment avec nous. On va faire un voyage ensemble dans ce 20h. Nous nous rendons tout de suite à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où le Premier ministre Robert Begré-Mambé, vous allez le voir, communier ce jour même avec les acteurs de la filière café-cacao et ses producteurs sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Ils se réjouissent des réformes initiées au profit du secteur café-cacao. Franck Wadio, Adama Kéré, depuis Yamoussoukro pour vous. Yamoussoukro, le monde paysan investit la place Jean-Paul II pour un hommage appuyé au président de la République, reconnaissant des actions et réformes en faveur de la production cacaoyère et café, et cela a raison selon leur porte-parole. De mémoire de témoin de notre histoire contemporaine, le président Alassane Ouattara est le seul qui a pris l'engagement, malgré le contexte économique mondial difficile,
d'acheter le kilogramme de cacao à 1500 francs. Heureux et fiers, les producteurs de café cacao reconnaissent les efforts du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui n'a cessé sans cesse de consentir à leur endroit depuis son accession à la magistrature suprême, afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Par conséquent, nous les producteurs de café cacao sollicitons son Excellence M. Alassane Ouattara d'être notre candidat pour l'élection présidentielle 2025. La filière café-cacao, aux côtés du président Alassane Ouattara, cela est matérialisé par un chèque de 50 millions en guise de soutien pour la prochaine campagne électorale. Une interprofessionnalisation forte de la filière, la hausse du différentiel de ramassage et une couverture nationale en assurance, les producteurs ont aussi formulé des requêtes. L'embellie de la filière est aussi notée par le président du Conseil Café-Cacao, Yves Koné Brahima, relève la bonne marche de la réforme et de la garantie des prix bord-champ, ainsi que l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, sans oublier le recensement des producteurs et leur identification. Autant de retombées dues aux efforts du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. La vision du chef de l'État que nous nous efforçons de mettre en œuvre sous son leadership nous donne de grandes espérances pour l'avenir. Il nous revient de suivre avec foi et détermination le chemin que le président de la République nous a tracé pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à nous. Les différents élans et témoignages de reconnaissance sont renforcés par l'autorité de tutelle. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, salue la mobilisation de ces paysans, mais surtout relève les initiatives gouvernementales pour la valorisation de leur corporation. Notre chef, le président Alassane Ouattara, s'est engagé à redonner aux acteurs du monde du café et du cacao, tout particulièrement aux producteurs, leur dignité, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur labeur. Oui, braves producteurs, c'est la toute première fois, de mémoire d'Ivoirien, que le prix bord-champ du cacao est fixé à 1500 francs le kilogramme, surtout pour une campagne intermédiaire. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour un petit producteur qui a en moyenne 3 à 4 hectares, pour un rendement moyen de 500 kg par hectare, ce dernier se retrouve avec un revenu moyen de 3 millions de francs CFA, soit un revenu mensuel de 250 000 francs, largement au-dessus du SMIC. Et ça, c'est du Alassane Ouattara. Pour l'envoyé du chef de l'État, le président de séance, Robert Begremambi, Premier ministre, l'intervention est succincte. Un maître mot au monde paysan. Merci. Je voudrais vous dire merci d'avoir demandé au président Alassane d'être notre candidat, votre candidat aux prochaines élections présidentielles. Je voudrais vous remercier d'avoir payé sa caution de 50 millions avec le chèque qui est tout prêt et que nous allons encaisser pour payer sa caution. Je voudrais vous rassurer, vous avez demandé 4 choses au président Alassane Ouattara et croyez-nous, il va les examiner très profondément avec beaucoup de détermination et le moment venu, les réponses vous seront données. Je puis vous l'assurer. Je voudrais, mes frères et sœurs réunis ici aujourd'hui, dire que nous sommes heureux d'être avec vous. À Jean-Paul II, l'engagement est donc pris. Les agriculteurs et producteurs de café-cacao sont décidés à accompagner par monts et vallées les initiatives du président Alassane Ouattara. Voilà, et toujours à Yamoussoukro, en marge de cette cérémonie d'hommage, des producteurs, représentants de coopératives agricoles et des chefs traditionnels ont aussi exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils saluent tous ses actions en faveur du monde agricole. Le reportage d'Abdoulaye Koné et Richard Vao depuis Yamoussoukro.
Des drapeaux qui papillonnent, le caractère festif du moment dans un folklore bien de chez nous rappelle un événement particulier. C'est à Yamoussoukro que les 4 points cardinaux du monde agricole ivoirien ont décidé de se réunir pour démontrer leur satisfaction au chef de l'État. Nous sommes venus massivement aujourd'hui à Yamoussoukro pour pouvoir participer à cette fête et lui dire merci tous les jours, qu'il ne nous oublie pas. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Il nous a gratifié en donnant le prix du cacao à 1500 francs. Vraiment, ça nous fait un baume au cœur. Voilà pourquoi nous sommes déplacés comme un seul homme depuis le Guémont avec une délégation de près de 450 personnes. Pendant la campagne intermédiaire, il nous a donné 500 francs de plus, ce qui n'était pas évident compte tenu du contexte. Donc nous sommes venus dire merci. Nous sommes vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour le monde rural et en particulier pour les producteurs café cacao de Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de notre travail que nous faisons et qui est accompagné par le président de la République. Nous lui disons merci pour le prix du cacao qu'il a donné à 1500 et que nous voulons lui dire d'aller plus au-delà de ça. Et avec le café, quand on parle de la labellisation, il y a un plus-value. Avec mes collègues de San Pedro et de Tabou, de Sandra et de Miadji, de Kabiadji, on est tous là pour dire merci au président Alassane Ouattara. Des producteurs qui rencontrent des difficultés au quotidien, certains choisissent d'égrener un chapelet de doléances au président de la République. On est en train de plaider encore pour qu'il puisse faire beaucoup pour nous, pour nos coopératives et pour toutes les coopératives de Côte d'Ivoire. Si le président peut nous aider à ce que vraiment côté des pucelles pour diminuer, à ce que nous pouvions bénéficier et aussi des avantages, des moyens, des matériels et puis financiers pour pouvoir collecter nos produits et puis livrer facilement à l'usine, ça nous va droit au cœur. Un balai de remerciements auquel n'échappent pas les chefs traditionnels. La reconnaissance en pays où est une vertu. Alors si nos parents planteurs ils sont contents des actes que pose le président de la République, alors nous sommes normalement bien placés pour les accompagner à cette cérémonie d'hommage. Nous sommes là en tant que garants, en tant que propriétaires terriens, accompagnant nos frères du centre qui ont délocalisé chez nous, qui sont planteurs. Et aussi nos parents qui sont planteurs, qui ont décidé de rendre un hommage au chef de l'État. Tous les planteurs, tous les chefs des campements, et d'ailleurs c'est eux qui font le travail. Les chefs de campement, les chefs de village se sont mobilisés pour venir lui dire merci. Et Yamoussoukro, terre d'Oufouette-Boigny, aura réussi le grand pari de la mobilisation. La Côte d'Ivoire reste de loin le premier producteur mondial de cacao, représentant près de 45% de la production mondiale. Sa production de café, bien que plus modeste, est également importante à l'échelle africaine. Et on va toujours parler du monde agricole. La FAO, justement, qui valide le plan cacao sans déforestation dans l'Agnébitiassa et le sud de Comoé. Le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture collabore donc avec le Fonds vert pour le climat. Plusieurs villages de l'Agnébitiassa et du sud Comoé bénéficient de ce projet d'adaptation au changement climatique et de bonnes pratiques agricoles. Jamagagi. 8 villages des régions de l'Agnébitiassa et du sud Comoé auront désormais leur plan de développement locaux PDL du projet PROMIR, promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire. Les PDL provisoires viennent d'être validés et restitués par les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et les autorités locales. Nous espérons qu'à travers ce village, d'autres localités emboîteront donc le pas et que les résultats que nous recherchons à travers cet important projet, nous puissions obtenir ces résultats-là à partir de l'acte que nous venons de poser dans ce village important de la sous-préfecture d'Adiaké. Ce projet appuiera la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Une chose est de disposer d'un document de planification, mais l'autre chose, c'est de mettre ce plan de développement en œuvre. Nous sommes conscients de cela et il va falloir impérativement former
les populations en matière de promotion de ce document, en matière de recherche de financement et en matière de suivi et évaluation. Le projet PROMIR couvrira au total 30 villages et cible 3650 hectares de systèmes agroforestiers à réhabiliter et 1500 hectares de restauration forestière. Voilà, et un peu plus loin, on enregistre le clap de fin de la 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO à Abuja. Plusieurs sujets étaient sur la table, particulièrement la situation économique, politique et sécuritaire de la sous-région. Et cette rencontre, je rappelle, précède le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui aura lieu demain, dimanche. Mama Traoré et Ambroise Assema sont nos envoyés spéciaux à Abuja au Nigeria. 48 heures d'échange et de réflexion sur les défis que connaît la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'il s'agisse de la mobilisation des ressources financières, la lutte contre le terrorisme, la résolution des crises sociopolitiques que connaissent certains pays membres, les ministres de la CEDEAO jugent avoir formulé des résolutions pertinentes. Les décisions envisagées ne seront connues qu'à l'issue de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de l'institution, qui se réunira ce dimanche à Abuja. La profondeur des analyses et l'esprit de partenariat dont vous avez fait montre au cours de cette session ont été exemplaires. Les résolutions que nous avons adoptées ici vont constituer le socle des discussions pour la 50e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Notre travail diligent au cours de ces 2 derniers jours va aider nos responsables à prendre des décisions avisées qui vont approfondir les intérêts de notre communauté. Woutabuna Ouattara, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a porté la voix de son pays à cette 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Concernant les questions humanitaires, le Conseil a invité toutes les structures et notamment les partenaires techniques et financiers à l'effet de nous accompagner quant à l'appui que nous allons apporter aux populations, aussi bien des pays côtiers que des pays sahéliens. Le Conseil a donné instruction au président de la Commission à l'effet de lever toutes les barrières afin de permettre justement à nos braves populations, notamment aux femmes et aux jeunes filles, de pouvoir bénéficier de tous les programmes que la communauté met à leur disposition. Nous avons considéré que c'est cela, le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Ce dimanche, c'est le vice-président de la République, Tiemokomé Ilekone, qui représentera le président Alassane Ouattara à la 65e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ils sont aussi hors du pays. Les présidents du Parlement ivoirien sont à Montréal pour la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Kandia Camara et Adama Bictogo, ils sont en mission. Le président de l'Assemblée nationale, vous allez le voir, a pris part vendredi à la réunion du bureau de l'APF. Les conflits politiques dans plusieurs pays ont été examinés, notamment les 3 pays du Sahel. Michel Digré, Lamine Dramé sont nos envoyés spéciaux à Montréal, au Canada. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est en conclave. La question du retour des parlements des pays membres de l'Alliance des États du Sahel au sein des instances de l'APF est sur la table des discussions. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, fait une proposition. Mettre en place une délégation de haut niveau, composée que de présidents de parlement de l'APF, en particulier de, je dirais, beaucoup plus ceux de la sous-région, à l'effet de repartir vers ces pays, vers ces parlements, pour tenter une fois de plus, parce que la négociation, la diplomatie parlementaire ne peut pas s'arrêter et ne doit pas s'arrêter. C'est vrai, par principe, nous ne les acceptons pas à l'APF, mais la porte doit demeurer ouverte. Un point de vue partagé par le président de la commission politique de l'APF. C'est l'ADN de notre institution d'avoir toujours un dialogue, d'avoir des contacts à haut niveau et surtout que les présidents d'Assemblée nationale de toute la sous-région puissent s'impliquer personnellement
dans cette œuvre de dialogue si importante avec les pays qui ont subi une rupture de l'ordre constitutionnel. Et j'ai manifesté mon soutien à cette initiative du président Bictogo. Le sujet est également abordé au cours de la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Adama Bictogo a pris l'initiative de continuer à consulter. Il va prendre des contacts avec les présidents du Parlement de la sous-région et bientôt on pourra se retrouver à un lieu convenu. La diplomatie parlementaire va compléter la diplomatie classique traditionnelle pour que tout se revienne en ordre et que la sous-région puisse pouvoir retrouver ses lettres de noblesse. Cette première journée de travail a pris fin par une audience accordée au vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Pour moi qui aujourd'hui est fortement pressenti par eux pour faire de moi le prochain président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il était normal que je vienne vers lui d'abord pour le remercier pour ce soutien. On n'accède pas à ces fonctions si on n'est pas pressenti. On n'accède pas à ces fonctions si on n'est pas adoubé. L'élection du nouveau président de l'APF se fera ce lundi. Et la présidente du Sénat, Kandia Camara, également mission à Montréal, au Canada, prône l'équilibre du genre. Elle participe à la réunion du réseau des femmes parlementaires en marge de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et la Côte d'Ivoire souhaite l'accélération de l'équité et de l'équilibre du genre. Le message a été porté par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Kades Togodogo est notre envoyé spécial à Montréal. 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamesoko Camara, est présente à Montréal, au Canada. Place à la réunion des réseaux en prélude à l'ouverture officielle. Celui des femmes parlementaires se veut le cadre idéal pour aborder toutes les questions liées à l'émancipation des femmes, leur sécurité, leur autonomisation et débarrasser de toutes sortes de discriminations. Pour sa première participation, la présidente du Sénat ivoirien a su plaider pour l'équité et l'équilibre du genre à tous les niveaux. J'avoue que nous-mêmes, au niveau africain, nous avons des préoccupations. Déjà, au niveau de la représentation des femmes. Ça, c'est un problème que nous devons prendre à bras le corps au niveau africain et puis remonter le problème au niveau du réseau pour que ce soit remonté plus haut au niveau du bureau de l'APF. Parce que les femmes ont un rôle très important à jouer. Aujourd'hui, la dimension genre est devenue une exigence partout. Donc, au niveau de l'APF, cela doit être pris en compte. Depuis son arrivée à Montréal, Kandia Kamesoko Camara multiplie les audiences. Le monde parlementaire se réjouit de voir une femme à la tête d'une chambre. La Côte d'Ivoire montre ainsi la voie à suivre avec l'accès des femmes au pouvoir de décision. Ici, en Côte d'Ivoire, l'UVICOSI a changé de président. Le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, a été porté à la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, et il succède à Paulin Claude Danho. Charles Tatou, le reportage depuis Yamoussoukro. Travaux de l'Assemblée générale élective de l'UVICOSI. 2 temps forts ont meublé les retrouvailles des maires de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. D'abord, la décoration de 4 anciens maires totalisant 2 mandats. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé d'honorer des anciens maires qui se sont véritablement mis au service de la collectivité à travers des décorations. Ensuite et surtout, la campagne pour le vote quant à la succession à la tête de l'UVICOSI. Vote avec 2 candidats en liste. Le ministre des Transports Amadou Koné, maire de Bouaké, et Assalé Tiemoko, député maire de Tiassalé. Élu à la tête de l'UVICOSI à l'issue de ce vote, avec 152 voix contre 24 pour son concurrent, les acteurs de campagne d'Amadou Koné, ivre de joie. On n'a pas dormi, c'est pas assez facile. On dit merci à tous les mêmes parce qu'ils ont compris la décision du parti. Le nouveau président de l'UVICOSI promet une mission irréprochable. Un mot de gratitude au président de la République, donc le président Alassane Ouattara,
avec le résultat que nous obtenons aujourd'hui, c'est montrer que vraiment l'action du président à la tête de l'État est une action qui est saluée. Parce que si je suis élu aujourd'hui, c'est d'abord à cause du bilan du président. Un bilan qui est ressenti jusqu'au niveau de nos communes. Amadou Koné est élu pour un mandat de 5 ans. Il succède au maire d'Atoukoubé à la tête de cette institution âgé de 41 ans. Après Yamoussoukro, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara pose la première pierre de la reconstruction de l'antenne de l'INPHB d'Abidjan, Cocody Danga. Ce travaux vise à renforcer et à améliorer le cadre d'apprentissage des étudiants. La nouvelle antenne va permettre donc d'accueillir 4500 apprenants. Les détails avec David Soyo. Ces bâtiments de l'antenne de l'INPHB d'Abidjan Cocody Danga, dont certains sont sortis de terre depuis les années 1960, sont désormais un vieux souvenir. Ils vont laisser place à un nouvel édifice plus moderne avec une capacité d'accueil de 4500 étudiants. Présenté en type R+3, le nouveau bâtiment multifonctionnel comprendra, entre autres, un amphithéâtre de 500 places, 2 restaurants, une résidence de 15 chambres et un espace de parking. Ce jour, les acteurs du secteur formation, éducation, recherche scientifique et innovation posent la première pierre et lancent les travaux. L'INPHB, c'est un établissement d'excellence. Cette reconstruction, c'est donc de redonner une très belle image à notre établissement, mais surtout de prolonger cette image depuis la capitale économique, le lieu d'accueil en fait de tous nos visiteurs. Partenaire du gouvernement, l'AFD, l'Agence française de développement, débloque une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet. L'Agence française de développement est fière de contribuer à la rénovation et au renforcement des capacités du système d'enseignement supérieur et de recherche. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la réalisation de ces travaux s'inscrit dans la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Nous avons ici un peu plus de 2500 auditeurs. Alors, avec cette reconstruction du site de Danga, nous allons monter en puissance pour atteindre une capacité d'accueil pédagogique de 4500 auditeurs. Ce qui fait que les deux sites de Yamoussoukro et d'Abidjan, les deux réunis vont nous permettre d'accueillir jusqu'à 8700 auditeurs. Les travaux de reconstruction de l'antenne de l'INPHB d'Abidjan Cocody Danga seront livrés dans 24 mois. Le FDFP était face à la presse. Le Fonds de développement de la formation professionnelle a dressé le bilan de ses activités 2022-2023 et a déroulé ses activités pour 2024. Cette institution de gestion de la formation professionnelle s'engage à accroître le niveau de compétences et de qualification des travailleurs et le développement d'activités économiques dans notre pays. Jamagagi. En 2023, 14 262 entreprises ont bénéficié de plans de formation agréés au profit de 290 583 salariés. 206 projets de formation pour 28 853 bénéficiaires et 12 projets d'études ont été agréés. 5 000 jeunes ont acquis des compétences dans les métiers liés au sport dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici, entre autres, les prestations aux usagers comptant pour le bilan du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Je pense que des réponses importantes ont été apportées au niveau des cabinets de formation. Je pense que tous les équivoques ont été levés au niveau des personnes formées, des entreprises. Dans sa mission d'améliorer les performances économiques des entreprises, des défis sont à relever pour le FDFP. Aujourd'hui, nous disposons d'une politique qualité. Aujourd'hui, nous disposons d'une charte d'éthique et de déontologie. Et la certification ISO 9001 version 2015 est en cours de finalisation. D'ici la fin de l'année, nous aurons cette certification. Donc, c'est autant d'instruments qui permettent justement d'augurer de la transparence, de démontrer donc la transparence de nos approches. Créé en 1991, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, a pour mission de financer, contrôler et évaluer les plans et projets de formation des entreprises en Côte d'Ivoire.
L'NCA, l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, dévoile les résultats de son étude d'impact des filets sociaux productifs sur les ménages. Et il en ressort que plus de 70% des ménages enquêtés ressentent les effets positifs des transferts monétaires trimestriels octroyés dans le cadre du programme sur leur quotidien. La ministre Miss Belmondo Dogo se félicite des acquis et appelle à renforcer les initiatives au profit des personnes les plus vulnérables. Michel Mambo. Conçu pour extirper les ménages les plus vulnérables de l'extrême pauvreté, le programme des filets sociaux productifs semble bien réussir sa mission. Grâce à ce projet, de 2017 à 2024, 402 000 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels d'un montant cumulé de 120,5 milliards de francs CFA. Selon les résultats de la première étude d'évaluation d'impact, plus de 70% des ménages enquêtés ressentent les effets positifs des transferts monétaires sur leur quotidien. Motif donc de satisfaction pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le premier objectif, c'est d'amener le ménage à se prendre en charge. La deuxième année, oui, on peut se projeter pour une activité génératrice de revenus. Le constat que nous avons fait est qu'avec l'accompagnement des agents communautaires, 6 mois après, le ménage réfléchit à une activité génératrice de revenus. Mais en majorité, les ménages, pendant qu'ils sont dans le programme, font l'activité génératrice de revenus. Et c'est bon pour eux, c'est bon pour nous, parce que ça nous rassure qu'avec 36 000, on peut faire quelque chose. Des résultats satisfaisants. Toutefois, Miss Belmondo Dogo se projette vers les prochains challenges à relever et appelle à l'implication de tous, non seulement pour vulgariser les filets socioproductifs, mais aussi pour renforcer le dispositif. Il y a certainement pour la période à venir d'importants défis qui seront adressés et je sais pouvoir compter avec la collaboration de tous afin qu'ensemble, nous renforcions les impacts de cette opération d'envergure nationale qu'est le programme des filets sociaux. À ce jour, le programme filets sociaux productifs couvre 3671 villages et 108 communes et chefs-lieux de département à travers la Côte d'Ivoire. Voilà, et sur le terrain politique, dans la région du Hambol, les cadres du RHDP se mobilisent pour effectuer des tournées de sensibilisation dans les localités de la région en vue des échéances de 2025. Charles Tato. Rencontre pour mettre en mission tous les maires, députés et conseillers régionaux militants du RHDP. Les missionnaires du RHDP mèneront des actions de sensibilisation dans les grandes localités en vue de la victoire de leur parti à la prochaine présidentielle de 2025. On veut vraiment aller avec tous les cadres, faire le rassemblement, comme le nom de notre parti l'indique. Chez nous, au RHDP, la femme a une place capitale. Et celles du Hambol, elles ne peuvent pas rester en marge. Pour le coordonnateur régional associé du RHDP du Hambol, le récent séminaire répondait à un souci. Là où à Katola, il y a eu un taux de participation de 40%, il faut qu'à la présidentielle, le taux de participation soit de 80%. Là où à Dabakala, il y a eu, pendant la région, il y a eu un taux de participation de 51%, il faut qu'à la présidentielle, le taux de participation soit de 80-90%. Voilà pourquoi nous avons appelé les responsables pour leur dire attention, nous sommes un bastion imprenable, mais on peut aller plus loin que les 92 028 voix qu'on a données au président Ouattara en 2020. Une visite guidée des chantiers de construction du nouveau château d'eau et du nouveau centre hospitalier régional a ponctué la rencontre. Visite pour permettre à certains cadres de la région de percevoir les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur du Hambol. Voilà, et à l'étranger, en France, le second tour des législatives a débuté aujourd'hui, samedi 6 juillet. Les premiers bureaux de vote ont ouvert, entre autres en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie française. Et ceux vivant sur le continent américain votent aussi ce samedi. En métropole, le scrutin commencera demain dimanche pour une élection aux enjeux historiques. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h.
Vous vous souvenez, le Palais de culture de Treichville a récemment abrité le concert marquant les 30 ans de carrière de l'artiste chanteuse ivoirienne Savanala. Et au cours de ce concert, événement, la chanteuse a retracé en musique des pans de ses 3 décennies de présence sur l'échiquier musical ivoirien. Le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Jean Magagui. 30 ans que la chanteuse Savanala, princesse de la savane baoulée, égaye les mélomanes ivoiriens. Des années de carrière que la chanteuse n'a pas voulu passer sous silence, d'où ce concert de célébration. 30 ans de service, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est la culture balo qui gagne. Des titres cultes de l'artiste font danser et chanter ce public acquis à sa cause. C'est une soirée très merveilleuse. Elle est très bonne sur scène aussi. Moi, je suis arrivé de Paris pour la soutenir. Ça manque du professionnalisme. 3 décennies d'une carrière marquée par la promotion du riche patrimoine culturel baoulé, des jeux scéniques, des compositions titillantes, la junte masculine. Ce concert événement bénéficie du soutien de plusieurs entités et personnalités, dont Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Je suis très émue ce soir. Il fallait que je marque une pause vraiment pour célébrer les 30 ans et un nouveau départ. Et les tubes vont s'enchaîner. Madame la ministre, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit belle. Pour ses 30 ans, elle a vraiment sorti le grand jeu. Sur la scène. Passionnée d'art depuis sa tendre enfance, Yolande Alla ou Savanala, pour les besoins de la musique, a également flirté avec le cinéma et la danse avant de se consacrer définitivement à la musique. Bonne nouvelle au niveau sportif également. Le Brésil participera à la première édition de la Coupe du monde de Maracana 2024 prévue en Côte d'Ivoire du 15 septembre au 7 octobre prochain. Et c'est ce qui est ressorti de l'audience accordée par les autorités sportives brésiliennes à Bleu Charlemagne. Mission reçue donc pour le président de la Fédération internationale de Maracana qui achève ainsi une semaine de travail au Brésil. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Nous sommes en compagnie du lauréat de la grande dictée organisée par l'association Akwaba Culture, Kofi Kakou Francis, nous dévoilera ce soir et nous l'a promis les secrets de son succès et surtout son amour pour la littérature. Je vous retrouve avec plaisir, monsieur Kofi Kakou Francis. Plaisir partagé. Alors dites-moi, vous pouvez me regarder, Voilà, je sais que vous n'êtes pas à l'ENA, Vous êtes bien au studio de RTI 1. Ça peut aller, Oui, ça va très bien. Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, dites-nous, à participer à cette compétition de grande dictée? Déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier l'association Akwaba Culture qui est à l'origine de ce concours, le ministère de la Culture et de la Francophonie, sans oublier le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et tous les autres partenaires de l'association Akwaba Culture. Pour revenir à votre question, déjà, il faut partir de la définition de la dictée. Et la dictée est un exercice qui permet de tester les compétences en orthographe, en conjugaison et en vocabulaire. Donc déjà, puisqu'il s'agit d'un concours, j'ai voulu tester mes compétences, tester mes capacités pour voir si j'étais à un niveau qui me permettait de rivaliser avec les autres, tout simplement. Quelle note avez-vous donc obtenue? Bon, j'ai fait 2 fautes sur l'ensemble de la dictée. C'est bien ça. Quelles sont ces fautes? Sans souci, qui s'écrit avec un trait d'union, et Mathieu. Sans souci? Oui, avec un trait d'union. Et bon, la définition, il y a une différence? Non, ou bien c'est toujours, ça s'écrit comme ça? Sans souci, trait d'union. C'est bien ça. Donc voilà, on retient bien la leçon. Sans souci, s'écrit avec un trait d'union. Déjà là, j'ai appris. D'accord. Voilà. Et il y avait le mot mature, la mature. La mature, c'est l'ensemble des mâts sur un navire. Un peu comme on dit ossature pour l'ensemble des os du corps. D'accord. C'est bien ça. Donc 2 fautes. C'est bien ça, madame. Et donc, vous avez eu combien? Vous ne pouvez pas dire? Non, 18-20. Je suppose. D'accord. Parce qu'on ne nous a pas donné les notes, donc... C'est qu'est-ce que vous avez remporté le premier prix? C'est l'essentiel. Oui, et puis on a été très contents aussi. On a savouré la joie avec vous. Merci. Nos reporters étaient également en joie. Il s'agit de messieurs Didier Nguessan et Ousmane Diomandé. Ils reviennent sur ce sac. On revient ensemble le moment et puis on en reparle. D'accord, madame. On suit ensemble. Bibliothèque nationale du Plateau, ses candidats prennent part à la finale de la grande dictée organisée par Akwaba Culture.
Le trophée est remporté par Francis Kofi. Les ministres en charge de la culture et de la communication soutiennent l'initiative. Tout cela démontre que les Ivoiriens finalement lisent, les Ivoiriens aiment la lecture, aiment la dictée. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette 5e édition. Je veux profiter de cela pour saluer le chef de l'État pour l'environnement qu'il a su créer pour que la Côte d'Ivoire émerge. Nous sommes un pays agricole, mais quand vous regardez aujourd'hui dans toutes les autres compétitions, qu'elles soient sportives, culturelles, la Côte d'Ivoire émerge parce qu'un contexte, je dirais, sociopolitique a pu être créé pour permettre à l'Ivoirien de libérer son génie. Les lauréats de la Grande Dictée ont reçu des livres et des chèques d'un montant allant de 300 000 francs à 1 million de francs CFA. Voilà, l'argent n'est pas là, c'est juste le trophée. Voilà, j'ai un génie donc en face de moi, un éléphant de la littérature. Je rappelle M. Kofi Kako Francis, c'est le lauréat de la Grande Dictée organisée par l'association Akwaba Culture. Comment vous vous êtes préparé pour cette compétition? Déjà, pour la préparation, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase avant les présélections et la phase après les présélections. Donc, à la présélection, j'ai terminé à la 12e place. Et ayant terminé à la 12e place, je me suis dit, c'est que je n'ai pas le niveau, je ne suis pas encore au niveau. Donc, je me suis remis au travail et j'ai repris toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire à zéro, comme si j'étais un nouvel apprenant. Donc, à l'issue de cette présélection, je me suis inscrit sur des sites pour faire des dictées en ligne et ce qui me permettait à chaque fois d'élever mon niveau. Grâce au concours de mon petit frère qui était mon sparring partner. Donc, grâce à lui, j'ai su élever mon niveau. Encore une dose d'humilité. C'est une leçon à retenir. La dose d'humilité également. Donc, votre petit frère qui vous apprenait à vous exercer. Effectivement. D'accord. Et donc, vous vous êtes préparé. Est-ce que l'association vous a aidé aussi, à aider tous les compétiteurs? Vous étiez au nombre de combien en finale, nous étions 110. D'accord. 110 candidats. Et quel a été l'apport de l'association dans la préparation? À chaque fois, l'association, à travers son site internet, sa page Facebook, nous mettait à disposition des dictées pour qu'on puisse quand même s'exercer et élever notre niveau à chaque fois. Donc déjà, l'association nous a véritablement aidé en ce sens. D'accord, l'association Akwaba Culture. On constate que les lauréats sont déjà insérés dans la vie active. Vous êtes un ancien élève de l'ENA et vous décidez de compétir. On se demande pourquoi vous vous intéressez encore à la dictée. C'est donc un apprentissage tout au long de la vie? Effectivement, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Et déjà, moi, en tant que futur fonctionnaire, je suis amené à représenter, pourquoi pas, la Côte d'Ivoire à l'extérieur, donc l'administration ivoirienne à l'extérieur, où je devrais sûrement prendre part à des séminaires, à des conférences. Et j'aurai à échanger avec des personnes d'autres nationalités. Donc si je n'arrive pas à mieux m'exprimer, quelle image est-ce que moi je vais donner de la Côte d'Ivoire? Une mauvaise image sûrement. Donc pour ne pas donner cette mauvaise image-là, je lis toujours pour enrichir mon vocabulaire, tout simplement. Alors, à l'ENA, vous apprenez, vous êtes dans quelle filière? Je suis en gestion des ressources humaines. Et quel est l'impact donc de la littérature dans ce que vous faites? L'impact de la littérature dans ce que nous faisons, déjà, nous, en ressources humaines, nous avons un domaine qui s'appelle la communication. Et la communication, elle est à la fois interne et externe. Donc déjà, en interne, si vous avez des compétences solides en linguistique, vous écrirez mieux, vous communiquerez mieux, ce qui permettra d'éviter les malentendus et les quiproquos et de favoriser un échange fluide. On a remarqué que les compétiteurs étaient de tous âges aussi. Bien évidemment. Et on a remarqué non seulement ils étaient de tous âges, issus de divers secteurs d'activité, et puis ils étaient nombreux. C'est bien ça. Comment on peut expliquer cette motivation pour cette compétition? Déjà, il faut dire que cet amour dénote que les Ivoiriens aiment la lecture. Et comme il s'agit d'un concours, il y a forcément des prix. Et au-delà des prix, il y a le fait de vouloir tester ses propres compétences pour savoir si on est toujours au niveau et si on doit toujours continuer à travailler, tout simplement. Il ne faut pas arrêter d'apprendre, comme vous l'avez dit. C'est bien ça. Oui. Alors, comment pensez-vous que cet événement, c'est-à-dire ce type de compétition, puisse contribuer à la promotion de la langue française, à la culture, selon vous? Déjà, il faut dire que l'association Akwaba Culture fait la promotion de la littérature africaine et de la culture africaine. Donc, en organisant un tel événement, et j'aimerais souligner que tous les tests qui étaient à l'œuvre lors de la dictée sont des tests qui sont issus d'œuvres d'auteurs africains. Donc déjà, en faisant ce concours, on amène les élèves, on amène les étudiants et toutes les franges de la population à s'intéresser à la lecture, à s'intéresser aux œuvres de nos écrivains. Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous donc aux futurs participants de la Grande Dictée? Moi, j'ai envie de participer aussi, pourquoi pas?
Déjà, il faut dire que tout le monde peut participer à la grande dictée. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de limite. Tout le monde. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre, voilà. Même le président de la République, le Premier ministre, tout le monde peut participer parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, comme on l'a dit. Donc, tout ce que je peux dire, c'est d'inciter tout le monde à s'inscrire, à apprendre afin de tester ses compétences et voir si on est vraiment au niveau. Et voir que si on est vraiment au niveau, la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, ce n'est pas seulement l'école primaire. Non, c'est tout au long de la vie. Et cela se voit même lorsque on est en activité. C'est bien ça, madame. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Merci d'avoir répondu à nos questions et bravo. Qu'est-ce que vous comptez faire après ce sacre? Après ce sacre, je vais tout simplement jubiler avec mes frères, avec mes soeurs, avec toute ma famille. Et au passage, avant de terminer mes propos, j'aimerais dédier ce trophée à l'ensemble de mes condisciples de la 58e promotion de l'École nationale d'administration, à la population de la commune de Boboué et au quartier de Fredi Cité dont je suis originaire, et à toute la population du merveilleux village d'Afienou dont je suis également originaire. J'ai pensé que vous alliez dire que certainement vous présenter à un concours au niveau mondial, pourquoi pas? Oui, bien évidemment, si l'occasion m'est donnée, je ne manquerai pas. Et j'espère que l'occasion me sera donnée afin de pouvoir faire comme notre champion Krekoum qui a remporté un trophée à l'international. Et nous, on vous souhaite très bonne chance. Merci, parce que vous avez le potentiel et je pense que vous serez notre champion au niveau mondial. Merci, madame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur Kofi Kakou Francis, et bravo. Merci, madame. Et surtout, félicitations aussi à l'association Akwaba Culture, dirigée par Isabelle Kassi, qui promeut la culture, la littérature dans notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Voilà l'apprentissage tout au long de la vie. Notre lauréat de la grande dictée organisée par Akwaba Culture nous en donne donc l'exemple parfait, l'effort, fait d'efforts, et ne dit-on pas que la volonté de gagner, l'envie de réussir, d'atteindre son potentiel sont les clés pour ouvrir les portes de l'excellence. Il n'est donc jamais trop tard. Alors là, jamais. Je vous souhaite à tous et à toutes le succès. À demain 20h avec le même bonheur.